Hello première classe! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la plantation de bananes plantain. Je vais vous parler du volet business. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne? Quels sont les obstacles que j'ai dû surmonter? Comment j'ai résolu les difficultés qui se sont présentées à moi? Quels ont été les gros points de satisfaction? Les jours avec des moins? Quelles ont été les belles surprises ou les moins bonnes surprises lors de ce projet? Le volet business, c'est vraiment étape par étape comment les choses se sont passées pour que j'arrive à visualiser, à matérialiser ce projet de création de bananes plantain. On y va? La partie business de la création de la banane plantain. Je vous en parle parce que beaucoup d'idées nous sont données pour mettre en place un business, pour atteindre l'indépendance financière, pour devenir autonome financièrement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on crée un business? Quelles sont les étapes? Comment est-ce que ça fonctionne? Voici ce à quoi la vidéo va répondre aujourd'hui. Il y a une chose très importante que j'ai retenue de toutes ces personnes que je remercie d'ailleurs, notamment Philippe Simot de Investir au Pays, qui nous parle régulièrement du temps de préparation, quel que soit ce que nous voulons réaliser. Et c'est très important. Dans la création de la banane plantain, j'ai procédé étape par étape. J'ai commencé par me préparer. En quoi faisant? Pour créer un business, il nous faut des ressources financières, ressources humaines, il nous faut des ressources de temps. Comment est-ce qu'on fait pour préparer tout ça? Pour moi, concrètement, la phase 1, ça a été de lister tout ce dont j'avais besoin et mettre en face ce qui était déjà disponible. Par exemple, pour une plantation, il faut de la terre. J'avais déjà acquis 10 hectares de terrain. Il faut de l'argent. Pour cela, je suis allé faire un emprunt à la banque en empruntant une somme que je pouvais rembourser. Troisièmement, il faut être informé, il faut comprendre l'activité. Je suis allé chercher des informations et j'ai découvert ce super ingénieur agronome avec qui j'ai démarré ma plantation. Je suis allée me renseigner également sur Internet par le bouche à oreille. J'ai même eu, et je remercie pour cela, toutes les personnes qui sont intervenues pour me renseigner, comme ce monsieur au ministère de l'Agriculture en Côte d'Ivoire, dont j'ai eu le contact par une de mes collègues. J'ai planifié mon voyage sur place parce qu'il fallait que je sois sur place pour réaliser ce projet. J'ai pris du temps pour faire les choses. Première partie. La préparation. Une fois que je suis arrivée sur place, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je vais vérifier la faisabilité de mon projet. Pour ça, tout de suite, j'ai fait un entretien de travail avec l'ingénieur agronome. Et j'ai réajusté. J'ai réajusté tout simplement parce que je me suis rendu compte que la terre, je ne l'avais pas en fait. J'ai rêvé de cultiver 20 hectares de bananes plantain, mais les 10 hectares que j'avais, je ne pouvais pas les exploiter. Premièrement parce que c'était trop loin. Deuxièmement parce qu'en fait, je n'avais pas les titres fonciers. Tout simplement, vous en avez parlé, chez nous, voilà. Les problèmes de litige foncier sont encore et encore et encore. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai opté pour la location de la terre. Aussi, une chose que j'ai pris en compte, c'est le conseil de l'ingénieur qui m'a dit 20 hectares d'un bloc, déjà, on ne pourra pas les avoir. Et 20 hectares de culture de bananes plantain, c'est beaucoup d'argent, d'énergie. Pour tester le projet, pour démarrer, il faudrait commencer sur 2 ou 3 hectares. Donc, on va chercher à acquérir une terre qui est, même si elle est de moins de 10 hectares, c'est déjà très bien pour démarrer. Donc, pendant cette rencontre avec l'ingénieur, j'ai également revu le business plan. Moi, j'avais fait un business plan en fonction de mes rêves, en fonction de mes aspirations. Et sur le terrain, confronté au terrain, il fallait faire un business plan qui soit réaliste. Donc, il m'a donné beaucoup de détails techniques et j'ai surtout insisté sur le fait que je voulais participer à chaque étape. Donc, pour acquérir la terre, il m'a fait des propositions en fonction de ses contacts à lui et il m'a donné un rendez-vous avec un de ses techniciens pour aller visiter des terrains agricoles. Pas loin d'Abidjan, donc pas loin de là où moi j'étais. C'était super parce que côté transport, côté déplacement, je n'allais pas avoir beaucoup de kilomètres à parcourir pour aller cultiver la banane. Et comme j'avais dit que je voulais être moi-même sur place, moi-même faire, pour ce rendez-vous, je suis allée visiter les terrains avec le technicien. Et pendant ces visites-là, j'ai discuté avec les personnes, avec les gens que j'ai rencontrés pour savoir dans quelle mesure je pouvais acquérir les terres qu'on me présentait. Une fois qu'on a engagé la discussion, j'ai compris que je pouvais entamer une négociation sur des terrains qui étaient plutôt propices parce que heureusement, l'ingénieur agronome m'avait fait
faire la visite avec un technicien donc, qui connaissait aussi la terre et qui disait, il avait raison d'ailleurs, parce qu'ils ont fait une étude de sol plus tard qui ont prouvé que le terrain était très bien, assez riche et bien situé. Comme je vous ai dit, en bordure de 2 rivières, un site magnifique. Lorsque nous sommes allés pour la discussion, pour l'acquisition de la terre, les propriétaires nous ont fait savoir qu'ils ne vendaient pas leur terrain. Et c'est ainsi que nous sommes tombés d'accord sur une location. Voilà. Je pense que certaines personnes se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis partie sur la location. Tout simplement pour éviter le genre de surprise que j'ai eu quand j'ai voulu utiliser les 10 hectares que j'avais acquis à l'époque. Donc la location de la terre me garantissait l'utilisation d'un espace très propice que l'ingénieur connaissait au sol tout à fait fertile pour pouvoir faire mon exploitation sur 5 ans. Donc j'ai signé un contrat de location de 5 ans avec les propriétaires terriens. Nous nous sommes entendus et j'ai eu l'autorisation de démarrer mes activités dès que je le pouvais. Une fois que ça s'était fait, nous avons planifié les différentes opérations qui permettraient de mettre en place la plantation de bananes plantain. Alors pour chaque partie, pour chaque opération, j'ai fait moi-même, je me suis déplacée et je suis allée en renfort des équipes. Par exemple, pour défricher la terre, j'ai recruté des ouvriers. J'ai commencé par recruter mon propre frère, pour moi c'était tout naturel, qui s'intéressait au projet, qui lui a recruté des amis, qui eux se sont chargés du défrichement. Mais comme je vous ai dit, c'est une terre très propice. Qu'est-ce qui fait que la terre est propice? C'est que c'est une terre où il y a énormément de bambous. Donc, je vais découvrir un terrain avec des bambous à n'en plus finir qu'il fallait dessoucher pour pouvoir cultiver la banane plante. Le bambou, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une plante qui est très envahissante et qui pousse justement dans des endroits gorgés d'eau, sur des sols très fertiles finalement. La phase de dessouchage, ça a été un gros budget, beaucoup de temps, mais c'est une opération qu'on a pu mener parce que, heureusement, parce que je me déplaçais sur place, j'ai rencontré un jeune homme du village qui en avait fait son business. Au passage, si vous êtes sur place et que vous habitez dans des environs où il y a du bois, il y a de la terre, il y a des choses à faire, sachez que c'est aussi un business. Ce jeune homme, lui, ce qu'il faisait, c'était qu'il louait des camions et pour les personnes qui voulaient faire l'abattage de bambous pour cultiver la terre, il récoltait tous les bambous et il les faisait partir sur Abidjan pour les chantiers de construction, tout simplement. Donc, je me suis entendue avec ces jeunes à qui j'ai confié le dessouchage des bambous. Première phase, une fois que les bambous ont été dessouchés, il fallait maintenant faire le défrichage. Donc, les équipes sur place ne pouvaient pas faire d'aller-retour. J'avais 5 jeunes qui devaient travailler sur place. Donc, une fois que je les ai recrutés, j'ai dû aller dans le village pour faire une location de site d'hébergement pour eux parce qu'on n'avait pas encore de campement, on n'avait rien sur le site. Donc, j'ai fait moi-même l'installation des ouvriers parce que je suis allée négocier la location. J'ai payé la location, j'ai acheté du matériel, du petit équipement pour la vie de tous les jours. Voilà, des ustensiles de cuisine, de quoi dormir, tout ça. Et ils ont commencé les opérations de défrichage. Ça a été très rapide. Ils ont très bien fait les choses. Et d'ailleurs, nous avons eu un petit souci technique. Figurez-vous que les opérations ont commencé au mois de février, c'est la saison sèche. Donc, c'est propice pour faire tout ce qui est action de défrichement et tout ça. Et les jeunes en milieu agricole ont pour habitude de brûler la terre une fois qu'ils ont fait le défrichage. Tout simplement parce que la terre brûlée, ça apporte encore de l'engrais. C'est comme ça que je vais le dire. Ça apporte en tout cas de la richesse à la terre. Et comme on est dans une zone agricole, il y a des plantations autour, notamment une plantation d'EVA, pas loin. Et quand ils ont mis le feu pour brûler ce qui restait sur la terre, le vent, bien sûr, a emporté des tisons dans la plantation d'EVA. Je ne vous raconte pas, je suis arrivée sur le terrain, j'ai vu les jeunes en train de courir pour rattraper en fait le feu parce qu'ils n'avaient pas pris la précaution de faire ce qu'on appelle une ceinture, un endroit où il n'y aurait pas de plants, où il n'y aurait pas d'herbes sèches qui pourraient alimenter le feu. Et donc, ils se sont retrouvés dans un ravin. Heureusement, encore une fois,
il y a 2 rivières autour de la plantation. Donc, ils se sont retrouvés dans un ravin en train de verser de l'eau, beaucoup d'eau, pour ne pas que le feu touche les plants d'EVA. L'EVA, c'est du caoutchouc. Donc, imaginez un peu si on avait touché la plantation d'EVA, on brûlait 2 ou 3 hectares d'EVA de quelqu'un. Et là, j'étais un peu en panique. Et ça relève une difficulté aussi qu'on a chez nous. C'est que quand je suis arrivée sur place et que j'ai commencé cette opération de création de plantation, moi, j'ai posé la question de savoir comment est-ce que je pouvais assurer la plantation. Et sachez que, en tout cas, pour ma part, les compagnies d'assurance que j'ai contactées avaient l'air assez surprises parce que personne n'assure une plantation de bananes ou de quoi que ce soit. Et moi, je leur ai dit, mais s'il y a un feu de forêt, ce qu'on appelle les feux de brousse chez nous, s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose qui arrive, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers qui pour avoir de l'aide s'il n'y a pas d'assurance qui existe? Et ça pose aussi le problème de la manière dont nos paysans sont accompagnés, la manière dont les personnes du milieu agricole sont accompagnées. Il y a encore beaucoup de choses qui sont faites à la façon traditionnelle. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont vraiment de gros obstacles à la création et à la création d'initiatives dans le monde agricole. On nous dit retourner à la terre, mais il faut accompagner les gens. En tout cas, heureusement pour moi, on n'a pas mis le feu à la plantation d'EVA du voisin. Donc, on a pu continuer à travailler. Une fois qu'on a passé cet obstacle-là, il fallait maintenant faire l'opération d'alignement. Alors, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais sur un site qui était en jachère, mais c'était autrefois un site de plantation de bananes dessert. Donc, il y avait déjà des digues, il y avait déjà une certaine densité qui était respectée pour la plantation de la banane plantain. Nous, on n'avait plus plutôt qu'à venir et s'aligner dans ce qui avait déjà été tracé. Donc, on a fait ce travail-là. Et ensuite, pour la banane plantain, il faut creuser des trous qui soient suffisamment larges pour porter les souches, pour porter les plants de bananiers. Donc, on est passé à cette opération-là. Et encore une fois, je me suis rendue sur le terrain pour accompagner les jeunes et pour faire moi-même ce qu'on appelle la trouaison. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une petite ou une grande phobie de certaines bêtes dans les champs. Et j'ai rencontré une bête rampante. Parce qu'il faut savoir que la banane plantain est un arbre d'ombrage et les rampants aiment beaucoup les plantations de bananes plantain. Donc, ils vont se retrouver dans ces endroits-là parce qu'en saison sèche, c'est là qu'ils vont pour être au frais. Donc, on fait des rencontres assez surprenantes. J'avais très peur, mais je pense que rien ne pouvait m'arrêter parce que, comme on dit, quand on a un désir ardent, on arrive à franchir tous les obstacles. Les jeunes, soit dit en passant, n'avaient pas peur, eux, donc ils ont pu tuer la bête. Et je ne veux pas savoir ce qu'ils en ont fait. Ensuite est arrivé le moment de la plantation. Ça aussi, c'est une des choses qui est très difficile chez nous à gérer. L'ingénieur avec qui je travaillais, je vous l'avais dit, était un pépiniériste, un spécialiste dans la multiplication des plants de banane plantain, des rejets de banane plantain. Donc avec lui, j'avais passé une commande et il devait me livrer 6000 plants pour la période de la mi-mai pour qu'on démarre la plantation. Sauf que, pareil, il n'a pas beaucoup d'ouvriers et pour satisfaire la commande, il était en retard dans les délais. Donc, j'ai dû mettre une pression, une vraie pression, parce que j'appelais quasiment tous les jours pour être sûr que j'allais être livré à temps. Tout simplement parce que les délais étaient courts. Il fallait planter à la bonne période et avant de planter, il fallait réceptionner les plants, les entretenir, donc les garder pendant 2 semaines pour ne pas stresser la plante, donner l'occasion à la plante de se reposer avant de faire le planting. Finalement, nous sommes tombés d'accord. Il a fini par trouver des livreurs pour venir nous livrer les plants de bananes. Seulement, quand on travaille avec des ouvriers, quand on travaille à distance, parce que moi j'étais à la capitale et je venais tous les 2-3 jours sur le site de la plantation pour chaque opération. Et les ouvriers, ils avaient des horaires. Ce sont des gens qui vivent comme vous et moi. Donc, ils vont rester sur la plantation. S'ils sont payés à la journée, ils vont rester jusqu'à l'heure à laquelle ils sont payés. Notamment, c'était du 7h, 16h. Donc, à 16h, ils étaient tous partis. Et moi, je n'avais toujours pas mes plants
de bananiers livrés. J'étais au téléphone toute la journée avec les personnes qui devraient livrer. Le camion était en retard, le camion était en panne, on n'a pas fini de charger les plants, il y a beaucoup de plants à charger, on n'a personne. Et moi, j'étais avec mon ami Anselme, d'ailleurs, que je salue, à qui je dis aussi un grand merci. Voici encore des personnes qui se sont impliquées corps et âme dans ce projet, avec qui on a passé une aventure juste merveilleuse. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que, comme je vous dis, c'est un projet que je suis contente d'avoir réalisé, que je suis contente d'avoir pu mener à bout, mais ça ne s'est pas fait par moi toute seule. Et je veux remercier ici toutes ces personnes de ma famille, mes amis, mon entourage, qui chacun à son niveau a participé à œuvrer, à me porter, à me soutenir pour que j'arrive à réaliser ce projet. Donc mon ami Anselme et moi étions tous les deux sur le site à superviser les travaux. Et à l'heure de départ, les ouvriers sont partis. Donc nous étions 3, mon frère que j'avais recruté, comme je vous ai dit, mon ami Anselme, qui était là pour m'accompagner, qui était venu me déposer sur la plantation, mais qui était resté avec moi, et il le faisait régulièrement d'ailleurs. Avec sa voiture, il m'accompagnait sur le site parce que je n'avais pas de voiture. Et ce jour-là, à 18 h, au moment où le soleil était pratiquement en train de se coucher, le camion de livraison de plants est arrivé sur la plantation. Le chauffeur et le technicien agricole. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retroussé les manches, on a pris des bassines et on a chargé les plants sur la tête pour aller sous les bambous, à l'espace qu'on avait prévu pour disposer les plants, les décharger et les placer. Alors, il fallait s'organiser très rapidement s'organiser. Donc, ce qu'on a fait, Anselme et moi, on marchait. Alors, je vous dis bien que nous sommes sur un site de 7 hectares. Donc, on a à cultiver 3,5 hectares en tout. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On marchait, donc ça devait faire 800 mètres à peu près. On marchait dans la plantation jusqu'au camion parce que le camion ne pouvait pas rentrer dans la plantation. Il était obligé de rester sur le chemin en bordure. On venait là avec notre bassine. Il y avait le technicien agricole qui chargeait les plants, les disposait dans une bassine. On les portait sur la tête et on marchait jusqu'au bambou où on avait décidé d'entreposer les plants. Et là, sur place, il y avait mon frère qui, lui, les disposait. Donc, on s'est organisé comme ça pour que, à tour de rôle, en fait, il y ait 2 personnes qui viennent charger et décharger et une personne qui reste sur place pour disposer les plants. Pendant que le technicien, lui, il s'occupait de mettre dans les bassines. Et le chauffeur, c'est le chauffeur. Lui, il était assis dans sa voiture. Lui, il était là pour conduire. Il était payé pour ça et pas pour autre chose. Donc, voilà aussi. Des fois, on tombe sur des gens qui font juste ce pourquoi ils sont payés. Je dis ça, je dis rien. Alors, on a chargé et déchargé les plants. On les a disposés et on les a laissés sous le bambou pendant 2 semaines. Donc, mon frère qui dormait sur place au village avec les ouvriers venait tous les jours, surveillait, faisait l'entretien. Et puis, moi, comme je vous ai dit, je venais tous les 2-3 jours sur le site pour voir en fait l'avancée des travaux. Une fois qu'on a fait ça, on a patienté au bout de 2-3 semaines. Il fallait planter. On n'avait pas d'ouvriers, on n'avait pas grand monde. Accompagné de mon frère, on a recruté des journaliers. Et j'ai dû organiser moi-même le planting. Et j'ai été accompagnée aussi par un autre de mes frères, monsieur l'enseignant, qui est venu à la plantation. En fait, finalement, autour de moi, les personnes qui sont venues m'aider ne sont pas du tout du milieu agricole, mais c'est un projet qui est, je pense, assez exaltant parce qu'on parle de retour à la terre, mais on ne se rend pas bien compte tant qu'on n'est pas sur place, tant qu'on n'est pas dans l'action. Et je voyais mon frère qui a l'habitude d'avoir de la craie dans les mains, écrire sur un tableau noir devant des élèves, en train de s'asseoir au milieu d'une plantation de bananes plantain, dans la terre, creuser et planter. Et nous, pareil, avec mon ami Anselme, encore une fois, qui était vraiment un grand soutien que je veux encore remercier. Et comme on dit souvent, moi j'ai vu par exemple dans des vidéos Stéphanie Mbida en train de marcher dans les plantations et tout ça.
Sachez que ce sont des expériences à vivre, hein, et ça vous forge, croyez-moi. Et une fois qu'on a fini de planter, on va rentrer et planifier les opérations d'entretien. Moi, j'avais fait le choix de ne pas mettre de produits chimiques. Donc, je voulais mettre de la fiente d'oiseau, de la fiente de poule. Et du coup, il fallait trouver de la fiente. J'ai posé la question à mes voisins qui m'ont donné des tarifs. Les ouvriers m'ont donné des tarifs, tel montant pour un sac, etc. Et puis, je me suis dit, mais je vais faire comme je fais depuis le départ, en fait. Je vais aller négocier moi-même les prix. Ça a été très bien, ça a été salutaire. Pourquoi ? Parce que figurez-vous qu'une fois que je me suis présentée moi-même et que j'ai commencé à négocier les prix et que j'ai commencé à discuter avec les fermiers aux alentours, j'ai obtenu de très bons tarifs. J'ai obtenu des réductions et j'ai même pu négocier le transport de la fiente sur le site. Parce que je n'avais pas de véhicule agricole, je n'avais pas de quoi transporter. Donc, c'était à la débrouille en fait. C'était à la débrouille. Il y avait un de mes frères qui, de temps en temps, était disponible et pouvait m'accompagner avec sa bâchée. Donc, ça me permettait, heureusement d'ailleurs, de pouvoir ramener du matériel, de pouvoir faire des courses pour la plantation à la capitale et payer beaucoup moins cher que ce que j'aurais payé si j'étais sur place. Donc, j'ai pu négocier ça et aussi, il fallait du coup planifier les opérations parce que figurez-vous que l'ingénieur agronome et le technicien agricole qui m'avait dédié, on va dire ça comme ça, celui-ci venait faire des visites une fois tous les mois, on va dire, une fois tous les mois, alors que le calendrier n'était pas celui-là, donc il ne respectait pas le calendrier et quand il venait, il restait au bord de la plantation, il regardait, il disait oui, il faut faire telle ou telle opération, mais s'il n'y avait pas quelqu'un derrière, un véritable maître d'œuvre finalement, et c'est ce que j'ai fait, les opérations, je ne sais pas comment elles auraient été menées, mais c'était mon projet, alors ça me faisait énormément de bien de pouvoir participer et je le faisais. Une fois qu'on a fait l'application de la fiente, il fallait maintenant continuer à entretenir la plantation parce qu'on est sur une terre agricole, dans une région où il pleut beaucoup, il pleut bien, heureusement. Et donc, il faut défricher régulièrement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On étouffe les petits plants de bananiers et la culture, elle ne se passe pas comme on le veut. Il y avait des retards de croissance, il y avait des plants qui étaient étouffés, donc régulièrement, il fallait revenir et faire du défrichage, donc recruter à nouveau des personnes, des journaliers. J'ai fait ce choix-là pour réduire les coûts, tout simplement. Ne pas avoir à avoir des personnes sur site à payer régulièrement, même quand il n'y a pas d'opération prévue. Ensuite, j'ai eu le très bon conseil de mettre des cultures alternatives, des cultures qui permettent d'entretenir. Et j'ai décidé de planter du maïs sur la plantation. Une très bonne chose d'ailleurs, parce que figurez-vous que le maïs, au bout de 4 mois, il produisait. Et donc, on a pu récolter du maïs, vendre le maïs et avec cet argent, continuer l'entretien. Et l'entretien se faisait tous les 2-3 mois à peu près par des apports d'intrants. Donc des intrants, ce sont soit des engrais, soit des matières organiques. Et moi, j'avais choisi de mettre des matières organiques uniquement. Mais la réalité, c'est qu'il existe des maladies, des plants qui ne peuvent pas être traités autrement que par quelques apports chimiques. Ah! Cette aventure, franchement, je vous dis, le business de Banane Planta, c'est un business florissant, plus que florissant. Et je vais découvrir ça au fur et à mesure. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. N'oubliez surtout pas, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt, première classe.